Fréquence protestante. Les temps modernes, les temps modernes. Laurence Roufouillet. Bonjour à tous, bienvenue dans les temps modernes, donc une nouvelle émission sur l'antenne de Fréquence protestante. Je suis Laurence Roufouillet, je vous propose déjà depuis un an une autre émission intitulée Inspiration positive qui s'intéresse aux initiatives autour du bien-être et du bien-vivre. Et si jamais vous ne connaissez pas encore cette excellente émission, je vous incite à vous ruer sur le site de Fréquence protestante pour l'écouter en podcast. En tout cas, on se retrouve ce soir une deuxième fois donc pour cette émission qui vous invite à explorer les enjeux du nouveau monde. Et je mets des guillemets, on parlera des guillemets tout à l'heure avec nos invités. Notre ambition avec les temps modernes est de vous apporter des éclairages d'experts et des approches éthiques sur tous ces sujets qui pourraient broyer l'individu si l'on y prenait garde. Alors les médias nous le martèlent, le moral des Français est au plus bas. 2020 aura été une année particulièrement éprouvante pour tous et selon une étude de Santé publique France rendue publique il y a quelques jours, le nombre de personnes dans un état dépressif a doublé entre septembre et début novembre. Pour autant, chaque déclaration officielle, il y en aura une dans quelques minutes, à peine une heure, donc chaque déclaration officielle, chaque annonce fracassante est suivie parfois en quelques minutes ou en quelques heures, de sa version parodique, de montage photo désopilant, de jeux de mots salvateurs que l'on se partage à qui mieux mieux. Alors à l'heure où les distractions sont réduites, pas de théâtre, pas de cinéma, pas de fête, pas de soirée, pas de franche rigolade entre amis. On pourrait dire à la manière de François Ier, tout est perdu, fort l'humour. Eh bien, l'humour peut-il nous sauver? Est-il le dernier bastion de notre équilibre psychique? C'est ce dont on débattra ce soir avec nos trois invités que je vais vous présenter d'ores et déjà brièvement. Alors avec nous en studio, honneur aux dames, Marie-France Paty, qui est psychologue et psychanalyste. Vous êtes auteur de L'humour, un défi aux certitudes. Alors, pour lui donner la réplique, ou peut-être le revers lifté, je ne sais pas, on verra. On va parler tennis. Une métaphore tennistique. Cyril Eldin, donc, vous êtes animateur à Canal+, et spécialisé dans les interviews. Alors, j'ai dit caustique, insolente, ça, vous nous direz quels sont les adjectifs qu'on peut coller à vos interviews, mais vous m'avez décalé, bienveillante. Et puis à distance, mais près du cœur, donc Emmanuel Chonu, caricaturiste et dessinateur de presse, notamment dans Ouest France, de façon quotidienne, et puis le dimanche sur le canapé rouge, et non pas le divan, de Michel Drucker. On va la voir donc dans quelques instants par téléphone. Alors l'humour est-il notre dernier exutoire? Peut-il nous aider à tenir face à l'adversité? Est-ce que c'est une manière aussi de manier le langage? Est-ce qu'il permet de prendre du recul? Donc ma première question sera pour Emmanuel Chonu. Bonsoir Emmanuel Chonu. Bonsoir. Alors vous croquez l'actualité tous les jours dans Ouest France, une actualité cette année particulièrement chargée alors en catastrophe en tout genre. Est-ce que vous pensez que ça aide le lecteur à dédramatiser? En tout cas, une période sinistre est je vais choquer, mais c'est un humus formidable pour planter la satire. Le Covid, c'est un bon client. On s'emmerde dans des périodes genre il y a de la joie, bonjour les hirondelles, vous le savez bien, plus il y a des catastrophes, plus on se marre. Oui, mais il faut un équilibre là quand même. Oui, il faut juste ne pas être soi-même dans la catastrophe. Voilà. Mais non, sincèrement, malheureusement, c'est une période propice à l'humour. C'est une période propice à l'humour. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. La caricature, finalement, c'est une sorte de pirouette. Alors non pas une pirouette du langage, mais une pirouette visuelle. Est-ce que c'est aussi une manière de changer de point de vue ? C'est-à-dire d'aborder une situation, alors vous disiez à l'instant, dramatique, avec une autre perspective. Alors, n'oubliez pas que la caricature, je suis désolé, la caricature, le dessin de presse, il est, parce que tout le monde fait de la caricature, un comédien peut faire de la caricature, mais le dessin de presse, il est quand même profondément lié à cet avènement de la presse papier, qui a eu son heure de gloire au 19e siècle, et puis bien entendu, le pic, c'est le 20e siècle, et puis là, il y a bien entendu
on est dans la phase descendante, et donc c'était la place au temps long. Oui. Et la caricature, on prend le temps de regarder, même si c'est une lecture très rapide, on prend le temps de regarder la caricature. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la caricature est un peu dépassée. Excusez-moi, je suis en train de démonter ma crèmerie. Vous tirez une balle dans le pied, si je puis dire. Oui, Pardon. mais il a peut-être autre chose. Non, je disais, vous tirez une balle dans le pied. Non, dans votre critique de la caricature... Allez-y, pardon. Oui, je me tire une balle dans le pied, mais bon... c'est vrai que je pense que vous l'avez très bien dit au début de l'émission, on l'a vu d'ailleurs pendant le confinement, dès qu'il se passe quelque chose, il y a sur les réseaux sociaux des montages photos qui sont en fait des petites caricatures qui d'ailleurs ne sont pas signées, n'ont pas d'auteur, et alors on se dit mais c'est génial, enfin, on aurait dû avoir cette idée-là avant, et donc on voit bien que la rapidité, c'est quelque chose qui, du temps de l'avènement de la caricature, il fallait attendre le journal, il fallait attendre, etc. Et donc, en même temps, elle peut être très percutante, la caricature dessinée, mais c'est vrai qu'en ce moment, elle a la vie dure. Et je ne parle pas que, bien entendu, des islamistes ou des attentats. Non, on est d'accord. Vous parlez de la concurrence, entre guillemets, des réseaux sociaux et d'une créativité qui peut être assez jaillissante et qui va se propager relativement rapidement. Oui, et sans auteur. Moi, j'ai été assez... alors, je vous ai vu notamment à l'occasion d'un de vos shows du show en spectacle. Vous dessinez très rapidement, c'est-à-dire que vous avez aussi cette capacité sur un élément, sur une phrase, sur une anecdote, à construire assez rapidement un dessin. Finalement, c'est une réplique. Il y a quelque chose de l'ordre à la fois de l'improvisation, mais c'est un trait. Alors, un trait de dessin, mais c'est aussi un trait d'esprit. Dans la caricature, dans l'humour, il y a justement cette capacité à manier le langage, les mots. Comment vous voyez les choses ? Il y a d'abord, je crois qu'un dessin doit être c'est un peu une gageure, mais il doit être très visuel. Tout doit être dans le visuel. Et le mot, à mon avis, c'est l'élément qui est secondaire, ou en tout cas qui va, je dirais, qui va accompagner la mécanique. C'est une petite mécanique d'horlogerie, un dessin de presse. C'est un peu une mine antipersonnelle. Et moins il y a de bavardage, mieux on se porte. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit percutant. Il faut que ça vous saute à la figure. D'ailleurs, moi, c'est très curieux. Moi, ma vocation, elle est née de... Je me souviens du premier choc, de la rencontre avec un dessin de presse. Je me souviens même où j'étais. J'avais 7 ans. C'était dans la cuisine, un dimanche. Vous savez, tout est calme. Racontez-nous, oui. Journée épouvantable. On est impatients. Voilà. En plus, j'avais dû aller au temple. Vous imaginez la souffrance d'un enfant qui rêve d'être catholique à ce moment-là. Vous vous dites, mais au moins il bouffe quelque chose, il y a de la musique. Abréger ma souffrance. Bon, et là, non, mais alors par contre, écoutez bien, et il y avait je crois que c'était le Figaro, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Plantu dans Le Monde, et puis dans Ouest France, il n'y avait pas de dessin, etc. Et j'ai vu ce journal qui avait dû être sorti du placard à balai pour éplucher des trucs. D'accord. Parce qu'à l'époque, on gardait les journaux, enfin, vous savez. Bon. Et j'ai vu ce dessin à la une. Il y avait des titres, c'était au moment du choc pétrolier, enfin, je n'y comprenais rien. Et il y avait cet îlot dessiné, et c'était Mitterrand en toréador face à un Georges Marchais qui était en taureau. Et c'était le début de l'espérance qu'avait Mitterrand de construire l'union de la gauche pour pouvoir gagner les élections. On n'y était pas encore. Et je me suis dit, qu'est-ce qui a permis à ce gamin, parce que le dessin pour moi a été fait par un gamin, à ce type-là, qu'est-ce qui lui a permis de faire un dessin au milieu d'un truc sérieux ? Et je pense que la force du dessin de presse, c'est le visuel, mais et là je prêche pas pour la presse satirique, c'est quand même d'autoriser un dessin d'humour dans un truc hyper sérieux. Donc d'avoir ce décalage. La place du dessin de presse, elle est là. En fait. D'avoir ce décalage. Cette année, vous avez forcément produit
beaucoup de dessins, et d'ailleurs il y a une exposition dans votre Normandie natale. J'en parlerai à la fin. Non, pas natale. Non, c'est pas la Normandie, c'est l'Anjou, je crois. D'accord. Alors, une expo sur 30 dessins de presse consacrés au coronavirus, qui donc, alors je le cite maintenant, je la cite cette expo. C'est une expo en plein air, donc à Château-Gontier. Vous avez raison, c'est en Mayenne. C'est difficile quand même de faire un sujet léger sur quelque chose d'aussi sérieux, puisqu'on touche quand même à la maladie et à la mort. On a été quand même dedans jusqu'au cou cette année. Elle est où votre limite à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous vous autorisez ? Qu'est-ce que vous vous interdisez ? Écoutez, c'est tout ce qui tourne. Enfin, la partie la plus drôle, c'est pas de... après, il y a des dessinateurs qui ont l'art de l'humour noir et de l'humour très grinçant. Non, je crois que ce qui est très drôle, c'est tout ce qui tourne autour du Covid, et notre vie quotidienne avec cette maladie. En fait, c'est un ennemi dans un pays qui a été quand même profondément marqué par les guerres, oui, avec 2 guerres mondiales et puis un ennemi identifié qui était quand même l'allemand, enfin tout ce qui se passait outre-Rhin, d'avoir un ennemi qui est une sorte de boule de Noël avec des piquants. C'est quelque chose qui presque change nos habitudes d'humour dans l'histoire. Et je pense que, pour revenir à votre question, c'est tout ce qui est alors les masques, les gels hydroalcooliques, le plexiglas, les voitures qui sont devenues des baignoires à masques usagés et aussi à attestation. Vous avez vu les voitures ? Non. Ce sont des containers. Ah oui, pour stocker. Voilà. Alors, il y a tout ce qui tourne autour de la maladie est très drôle, parce que tout ce qui, y compris nos peurs absolument démentielles, parce que finalement, on a aujourd'hui la mort est devenue persona non grata. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir, et donc ça aussi c'est assez amusant, enfin entre guillemets, parce que finalement. Avant, on avait domestiqué la mort. La grand-mère était, rappelez-vous, les gamins jouaient au pied du lit, elle avait une espèce de chiffon autour de la tête pour lui tenir sa mâchoire. Donc c'était habituel. Enfin, la mort à la maison, c'était habituel. Et puis alors maintenant, la mort, c'est devenu vraiment quelque chose de presque pas naturel. Donc tout ça, quand on va faire le concentré avec dans un siècle, on regardera notre époque. Je pense que comme dans toute époque, quand on analyse les dessins de presse, va se dégager ce côté complètement, même si c'est dramatique, il y a un côté ubuesque en fait. D'accord. On vit une époque complètement ubuesque. Oui, Marie-France, vous voulez réagir ? C'est-à-dire que c'était une situation qui était tellement particulière et qui a bouleversé toutes nos habitudes, même l'habitude de se dire bonjour, ou l'habitude de professionnellement, socialement, les relations entre les uns et les autres, tout était bousculé. Donc c'était une surprise et c'était une nouveauté aussi. Il y avait plein de nouveautés. Il n'y avait pas de voiture dans les rues, pas de bruit. Donc cette surprise-là, elle favorisait aussi l'humour, elle favorisait la création de caricatures ou de dessins ou de mots d'esprit ou de vidéos, oui, je vous en prie. Ou de faire le ménage aussi. Oui, faire le ménage aussi, oui. J'ai beaucoup fait le ménage. Moi, j'ai découvert l'aspirateur, voilà, le fer à repasser. Des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Oui, Chonu, vous vouliez répondre. Oui, non, en fait, c'est très curieux parce que quand je vous écoute, il y a une vision aussi très parisienne des choses. Parce que la France est un pays qui a un mot pour qualifier la capitale, Paris, avec un S, et on croit qu'on est un des seuls pays au monde où le reste s'appelle la province. Oui, c'est le grand tout. Et donc ça, c'est... Alors, parce que quand vous êtes dans la campagne normande, confinement ou pas confinement, quand vous vous retrouvez dans l'Orne, ça change peu, en fait. Pratiquement rien ne change. Et donc, il y a aussi cette... ce qui m'a frappé, c'est qu'on a retrouvé des images, vous savez, de l'occupation. C'est-à-dire, comme on nous montre énormément d'images de Paris, les publicités montrent énormément vous voyez, par exemple, la publicité sur la petite robe noire, on voit la Tour Eiffel, on voit l'Arc de Triomphe. Donc, le Français est habitué, par rapport à un pays fédéral, il est habitué à avoir sa capitale partout, etc. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que je me rappelais des images de 1940, vous savez, Paris vous sous l'occupation, bien, hein. Et on a retrouvé Paris sous l'occupation, en fait. C'est-à-dire il caricature tout. Et ça, c'est très curieux. Mais dans des campagnes,
finalement, il y avait, ça change pas grand-chose. La nature est là pour nous rappeler que, en fait, tout ça est assez... la nature continue d'avancer et elle se fout un peu de ces problèmes-là qui sont graves, mais voilà. Alors, vous m'avez un peu tendu la perche tout à l'heure puisque vous m'avez parlé du déjeuner dominical et du retour du temple. Moi, je voudrais vous poser la question, est-ce qu'il y a un humour protestant? Parce qu'on n'est pas spécialement réputé pour être des gens marrants. Ah oui, je me posais cette question en arrivant. Cyril se posait aussi cette question. Et je crois que vous en avez fait un spectacle. En tout cas, vous en avez fait un ping-pong catholique-protestant. Allez, avant de vous relâcher, si je puis dire, parce que je sais que vous êtes impatient d'écouter notre président dans quelques instants et non pas... Comme je ne vous comprends pas. Mais pour en tirer le meilleur, parlez-nous de l'humour protestant. En fait, l'humour protestant, c'est né parce qu'en fait, avec l'islamisme radical qui monte... Le protestantisme radical. Bien sûr, ces années de querelles avec Israël et la Palestine, etc., en voyant le film des Monty Python, on a ces protestants qui méprisent de l'autre côté de la rue des catholiques qui font des enfants, vous vous rappelez, qui font des enfants tout le temps. Et je me suis dit, mais en fait, il y a un humour protestant et il y a un humour protestant en France. Pourquoi ? Parce que il y a quelque chose, par rapport aux enfants surtout, quand on est un gamin de protestant, et qu'on est au milieu des catholiques ou des gens qui croient en rien, mais il y a cette révolte de la communion. Moi, je sais que j'ai vraiment... Et je me souviens que mes collègues catholiques avaient une première communion, une deuxième communion, une troisième communion, une quatrième communion, et qu'à chaque fois, ils avaient un cadeau qui n'avait rien à voir avec la religion. Une gourmette, un vélo, un Solex, un stylo, une voiture téléguidée. Et un jour, je suis allé voir mon père, je lui ai dit, mais quand est-ce que ça commence, ma communion? Quand est-ce que je vais avoir ma première communion? Et il m'a dit, mon fils, comme si je parlais des barbares ou des païens, oui, c'est vraiment, de ces populations, vous savez, vraiment les catholiques. Mon père me dit, mon fils, tu confirmeras ta foi, et donc ce sera une foi. Et là, tu te dis, putain, c'est formidable, tu vas avoir un container de gourmet, un container de vélo, ben non. Une croix-note, et puis voilà. Une assemblée de gens, genre Jospin, Rocard pour les plus drôles, voire Couve de Murville pour les plus sinistres. Tu as une espèce d'à toi la gloire, tu confirmes ta foi, tu dis, oui, putain, je veux l'avoir, de gourmet. Et on te refile quoi? Une Bible Louis II, une Bible que tu retrouveras toute ta vie dans des hôtels, dans des tiroirs, etc. Et sont radins les protestants, alors. C'est pour ça qu'on a envie de faire des entreprises, qu'on a envie de créer des grands groupes, genre Peugeot, pour posséder des containers. Vous comprenez ça? Voilà. Oui, je crois qu'on a compris, merci. Okay. Bon, c'était indispensable quand même de faire cette parenthèse. Et vraiment, merci. Merci. Je vous libère, Merci. si je puis dire, et puis on va poursuivre. Vous nous réécouterez en podcast, j'espère. On va continuer dans un ping-pong à l'antenne et dans le studio. Merci beaucoup, Emmanuel Chonu, et puis à très bientôt. Bonne soirée, merci. Au revoir. On peut faire de l'humour sur les protestants. Voilà, oui, on n'en doutait pas. Alors, on a commencé à parler des politiques, Cyril Eldar. On arrive un peu quand même sur votre territoire. Oui. Et votre capacité à les interviewer. Tout à l'heure, vous m'avez dit, finalement, moi je représente Monsieur Tout-le-Monde, c'est-à-dire le gars de la rue qui a envie de poser des questions. Ben oui, c'était à la base. Moi, je suis comédien, je suis pas journaliste. Ouais. Donc les premières questions qui viennent sont des questions de bon sens. Vous dites ça cette semaine, alors que vous disiez la semaine dernière l'inverse. Vous pouvez m'expliquer pourquoi? Donc il y avait une candeur, une naïveté qui fait que on essaye de tomber juste, mais comme c'est pas, on a l'impression dans ce code journalistique, politique, que c'est un jeu de posture et d'apparence, et ben une question simple, ça paraît décalé, alors que c'est juste une question simple parfois. Donc, alors, ce qui est génial dans vos interviews, c'est qu'on voit que quand vous arrivez, il y a quand même un instant de panique qui passe dans certains regards. Les gars se disent, oh zut, le voilà qui débarque. Et puis, moi j'ai trouvé que c'était finalement l'humour. C'est un instant de vérité. C'est-à-dire que dans ces incohérences que vous mettez en évidence, parce que finalement l'homme politique est souvent dans la communication, c'est-à-dire qu'il va renvoyer
il a un discours, il renvoie une image de lui, et on sent que vous cherchez, alors vous trouvez la faille, et que justement là où vous appuyez, ça met en évidence cette chose qui est finalement une vérité qui est cachée derrière ce trait d'humour. Parce qu'il y a un décalage entre l'homme et la fonction, et que dès lors qu'ils ne sont pas totalement détachés de leur rôle, et c'est pas facile vu la pression, vu le côté éphémère, et puis tout l'enjeu qu'il y a, j'ai essayé d'interviewer des humoristes, d'autres gens, et puis je voyais que chacun essayait de faire un peu son numéro, donc ça prenait pas forcément, alors que le politique, il est quand même obligé de rester dans un discours, dans une forme de gravité qui ne va pas forcément du tout au bonhomme. Donc il suffit juste de mettre le doigt sur l'écart qu'il y a entre le bonhomme et le rôle qu'il tient, dans la plus grande bienveillance, pour qu'il y ait une surprise, pour qu'il y ait de l'humour, pour qu'il y ait du... C'est un peu comme au judo en fait, c'est-à-dire que vous déstabilisez, il y a un côté j'appuie là où ça peut pivoter. Ou le jujitsu, quoi. Mais c'est vrai que c'est très révélateur on voit très vite les gens qui ont de l'humour, qui sortent un peu de leur personnage. Moi, je me souviens un compliment que j'avais au départ qui me touchait beaucoup, c'est que pas mal de gens me disaient t'es celui qui m'a rendu Martine Aubry sympathique. Parce que beaucoup la trouvaient désagréable, un peu raide. Et puis, comme moi j'arrivais avec des fleurs, avec tout ça, après on la voyait plus comme une maman. Donc c'est une autre manière d'aborder la politique. Oui, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que ça repose toujours sur quelque chose, sur une actualité, sur un fait. Moi, j'adorais travailler justement quotidienne pour ça, parce que ils ont pas le temps forcément de prendre trop de recul sur la situation, et très vite, on les met face à leurs contradictions. Et ce qui est étonnant aussi, c'est de rester enfermé dans des opinions qu'on a sur tous les partis. Moi, je m'amusais à essayer d'aller demander à Marine Le Pen est-ce qu'elle était pas raciste, alors qu'est-ce qu'elle faisait au Front National, fallait qu'elle parte, et donc c'est des questions toutes simples qui finalement les mettent mal à l'aise, quoi. Ouais, donc ça permet en tout cas de prendre ce recul aussi par rapport à des sujets qui sont graves. On se presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer, disait Beaumarchais. On est, comme on dit aujourd'hui, sur une ligne de crête. On va reprendre des expressions à la mode. Alors, quel est l'homme politique qui a le plus d'humour ? Alors l'humour, il y a des sénateurs avec qui je m'amusais beaucoup, comme Pierre Charon, comme ceux qui ont du recul. Et ils sont pas morts. Oui, qui sont pas morts, qui ont tenu sur le Covid. Oui, mais je les vois plus. Ouais. Je ne vais plus. Ça fait un moment que je n'y vais plus. Je suis confiné aussi. Roger Carucci. On dit que souvent Hollande a de l'humour. Il a surtout une grande vivacité d'esprit. Donc c'est le sens de la réplique. Le sens de la réplique. Il est très vif. C'est pas forcément drôle, mais c'est le fait d'être très à l'écoute. Ouais. Et puis souvent les plus drôles sont ceux qui ont de l'écoute, parce qu'ils cherchent toujours à rebondir, il y en a qui essayent de se mettre au niveau, qui veulent montrer, ils sont dans leur posture, mais ceux qui écoutent vraiment, souvent la situation l'emporte sur ce qui était prévu, et puis il y a une forme d'honnêteté, moi, que j'avais avec eux, ou que j'ai dans le rapport, ce qui fait que on joue à armes égales, et dans ce cas c'est tout sauf de l'insolence, c'est parfois du culot, mais j'ai posté cet après-midi un court échange que vous aviez eu avec Jean-Louis Debré, un échange sur le thème des gilets jaunes et des sans-culottes. C'est quoi la différence c'est quoi la différence entre les deux? Il dit, il y en a un qui attrape froid par le bas et l'autre par le haut. C'est ça, c'est à peu près ça. Ce qui montre qu'effectivement, cette faculté à renverser la question. Alors, Marie-France Paty, justement, dans votre ouvrage, alors que j'ai adoré. Merci. Je vous le dis parce que c'est difficile de trouver des ouvrages sérieux sur l'humour. Il y en a peu, et que j'ai trouvé que le vôtre était excellent. Alors, vous faites justement la différence entre l'humour et l'ironie. Vous dites, dans l'humour, il y a de la bienveillance, alors que dans l'ironie, il peut y avoir une forme de sarcasme, une volonté peut-être de rabaisser. La bienveillance, c'est une des vertus que vous attribuez à l'humour. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr. Oui. Effectivement, l'ironie, dans l'ironie, il y a un désir de piquer l'autre, de le rabaisser, ou de montrer ses failles. Alors que dans l'humour, c'est s'amuser, en fait. C'est essayer de s'amuser d'un trait du personnage ou de sa fonction
Voilà, mais c'est pas blesser la personne. Donc on est plus d'égal à égal. Souvent on rigole quand il y a de la bienveillance et qu'on n'est pas blessé. Oui. Mais pour aller dans votre sens, moi j'ai le sentiment qu'il y a des humoristes qui peuvent faire preuve de sarcasme ou d'ironie, mais pour que ça passe à ce moment-là, ça doit être extrêmement bien stylisé, écrit. Je pense à des gens comme Desproges ou comme Gaspard Proust, qui, si c'est très ciselé, si c'est très bien écrit, le sarcasme, tout d'un coup, il y a une envolée supplémentaire. Mais sinon, dans le rire quotidien, moi, souvent c'est la bienveillance qui fait qu'on sent que c'est bon derrière, que c'est gentil, ce qui fait que tout peut passer. Donc ça passe effectivement. Mais ça peut aller très loin. Mais c'est enrobé aussi par un jeu de mots, par quelque chose qui une trouvaille, qui fait un trait d'esprit, qui fait que ou un décalage. On joue avec les mots, avec la réalité, on déforme un petit peu pour montrer cette espèce de particularité de cette situation. Pour la mettre un petit peu en relief, mais dans un relief un petit peu arrangé, quoi. Moi, je me pose une question depuis le début de l'émission. C'est que vous avez dit que le nombre de dépressifs avait doublé en France. Mais comment on les comptabilise en plein confinement ? Je sais pas, ça doit être des enquêtes par téléphone. Ce sont des enquêtes par téléphone. Je pense qu'il doit y avoir. Oui, comment on les comptabilise après ? Alors, les médecins, les généralistes, quand ils voient les gens dans leur cabinet, ont quand même la capacité à le mesurer. On revient sur l'humour des politiques, puisque finalement on était parti là-dessus. Oui. Vous en parlez aussi dans votre livre et vous dites c'est pas si rare. Rappelez-nous l'anecdote dont on a parlé tout à l'heure à propos du général de Gaulle. Moi, j'ai trouvé ça génial. L'homme politique, c'est vrai, dans une posture et son discours, quand il a un discours, il doit parler à tout le monde, quoi. Donc parler à tout le monde, on peut pas faire de l'humour avec tout le monde parce que c'est un second degré souvent, donc faut que les gens ils puissent saisir ce second degré. Quelquefois, on peut tomber complètement à côté. Donc l'homme politique, dans une posture, dans un discours, c'est difficile d'avoir de l'humour dans un discours. Après, dans d'autres situations, en off, c'est plus facile. C'est sûrement plus facile. Il y en a plein qui disent je pourrais pas te dire ça en off et tout ça. C'est l'inverse. Il y a le jeu, il y a le politiquement correct, il y a la bien-pensance, il y a tout ce qui pèse un poids énorme. Il y a la communication, effectivement, ils sont c'est préparé, quoi. Tout est cadré. Le général de Gaulle, revenons à lui. Si vous voulez, lui, il osait, dans les conférences de presse, etc., il osait avoir des mots d'humour et de l'autodérision. Ça peut être de l'autodérision, ça pouvait être des réflexions, ça pouvait être... Et même dans sa vie, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, où il y a des exemples. Vous nous rappelez l'anecdote Oui, c'était avec les Chinois. Alors, je vais essayer de la dire de mémoire, mais c'était un de ses conseillers qui lui disait qu'il revenait de Chine et qu'il avait vu des pancartes en disant que De Gaulle était un chien de capitaliste, d'occidental. D'occidental, voilà. Et lui, il avait dit, c'est bien la première fois que je me fais traiter de chien par un Pékinois. Voilà, donc, il y a un jeu de mots. Voilà. Assez improvisé. Super. Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Les autres totems, tes drôles de poèmes, viens avec moi. Et si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si
Laisse les autres totems, c'est drôle de poème, et viens avec moi. Écoutez toujours sur Fréquence Protestante. Et ce soir, on parle humour. L'humour peut-il nous sauver? Vaste programme. Donc, c'est le cœur de nos échanges avec nos invités. On a entendu tout à l'heure Emmanuel Chaunu. Et puis, on a encore avec nous en studio Marie-France Paty. Vous êtes psychologue et psychanalyste, auteur d'un livre qui est paru en 2017 sur l'humour. Et Cyril Eldin, qu'on ne présente plus, qui est non seulement comédien, on reparlera tout à l'heure de la pièce Mitterrand-Rocard. Grand humoriste, Rocard. Grand humoriste. Bien très connu. Drôle. Et puis surtout donc pour vos interviews politiques. Je vais me tourner vers vous, Marie-France Paty, puisque dans votre livre, alors on va essayer d'avoir un petit peu, d'être un petit peu sérieux 5 minutes, si on y arrive. Vous prêtez 3 vertus à l'humour. Donc celle d'être un réconfort, un antidote à la violence et un allié en thérapie. Alors en ce moment, dans la panade dans laquelle on est, quel est l'effet finalement qui est le plus important? Quel est celui qui est le plus salutaire? Au moment du premier confinement, je pense que ce qui a été plus salutaire, c'était l'autodérision. C'est ce qui a été le plus fréquent. Ouais. C'est-à-dire que la situation des gens était un peu bouleversée. Ils étaient dans des situations... Donc, on s'échangeait des vidéos, ça circulait énormément. Oui. Et on avait le temps aussi. Fallait donc, il a fallu meubler. Il a fallu s'occuper, et donc, l'autodérision, donc, on se montrait dans des situations qui étaient quotidiennes, qui étaient partagées par la plupart des gens. Et là, on se montrait un peu sans phare. On essayait même de transformer un peu la réalité. On faisait croire qu'on était au bord de la mer avec un parasol. Ah oui, il y a eu des montages extraordinaires. Il y avait des parodies aussi. Fabuleuses. Créativité énorme qui circulait partout pour montrer cette situation, mais vraiment sous la forme de l'autodérision. Donc la mise à distance, je pense que c'est ça qui a marqué. C'est ça qui nous a profité. Voilà. Ça nous a permis de pas être déstabilisés par cette situation qui nous faisait perdre tous nos repères finalement. On n'allait plus bosser, c'était assez terrible. Les enfants étaient avec nous, la belle-mère, ça pouvait être terrible. De quoi faire des sketchs. Humoristiques. Et donc, voilà. Ou des drames. Des drames. Oui, à voir. Des tragédies. Il y a eu des tragédies, c'est sûr. Hélas. Et voilà, donc ça permettait de se montrer tel qu'on était. Donc aussi, c'était important. La saison 1. Oui. Le premier confinement. Et alors la suite alors on en est où au niveau de l'autodérision? Justement, il n'y a plus rien. Non, c'est plus difficile. La deuxième vague, le deuxième confinement. Non, c'est plus compliqué. Ouais. Parce que là, les choses s'installent, donc il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de... On pensait que c'était un CDD, c'est un CDI finalement, ce Covid. Mais là, on voit le bout quand même. Du confinement, oui. On espère, ou du Covid? Espère, le Covid, on n'est pas sûr. Le confinement, on va voir. Ça va être la surprise. Oui, ça va être. Oui, mais le vaccin et toutes les bonnes nouvelles arrivent, mais il ne faut pas se précipiter. Il faudrait peut-être que ce serait drôle d'essayer de faire le discours d'Emmanuel Macron un jour avant. Non, parce qu'en général, les médias font le discours de ce qu'il ne va pas dire. C'est vrai qu'il y a des émissions sur ce qu'il ne va pas dire. Il y a des commentaires avant, des suggestions avant, des supputations avant. Voilà. Donc finalement, dans ces 3 vertus, il y a le réconfort aussi. Ça, c'est important. Ça, c'était un réconfort. Ça, c'était le réconfort, d'accord. Et ça peut être un réconfort aussi dans des situations plus dramatiques. Voilà. Donc l'antidote à la violence, vraiment dans les moments où on se trouve. L'antidote à la violence, c'est dans des cas extrêmes. Non, ça c'est plus l'antidote au désespoir. Quand on est vraiment dans une situation terrible, extrême, l'humour permet quelquefois de rester la tête hors de l'eau, de se sentir encore vivant, de maîtriser la situation. Parce que quand on fait de l'humour, en général on en fait pour soi quand on est dans ces situations-là, ça permet de maîtriser la situation. Et on peut aussi le faire partager à d'autres.
Mais le rire nous sauve toujours. Quand vous dites aujourd'hui le rire peut-il nous sauver, il arrive toujours, on ne rit de bon cœur dans les cimetières, il arrive toujours dans les situations les plus dramatiques et tout ça. Il vient toujours nous cueillir. La question que je me pose plus aujourd'hui qu'on peut se poser, c'est où va le rire ? Qui incarne le rire, qui représente le rire. Parce que c'est vrai que, comme disait Emmanuel Chenu tout à l'heure, c'est de plus en plus anonyme, ça part sur les réseaux sociaux, on n'identifie personne, c'est un mot d'esprit, tout se dilue, et on ne s'identifie plus à ce que j'avais moi, ce qu'on avait nous, des référents. On parlait de Pierre Desproges tout à l'heure. On parlait de la minute de Cyclopède, de Coluche, des Guignols, de Vos, de tout ce qu'il y a eu à Canal, de Cône, de Baird. Donc qui étaient des figures tutélaires et auxquelles on pouvait, de la bande de Jamel, de tout ça. C'est les Robin des Bois, c'est des gens auxquels on pouvait s'identifier tous les soirs Aujourd'hui, vous voyez, où il y a plus tellement de late show, il y a plus beaucoup de télé, il y a une télé qu'on consomme avec, il y a plus les spectacles vivants, c'est très difficile. Bah oui. Et quand tout d'un coup on se projette là-dedans, c'est la question que on se pose, c'est plutôt où va le rire, qui l'incarnera et comment. Donc il est en train de se diluer. Je pense qu'il est en train de se diluer finalement. C'est ça. Non, vous Moi, je pense qu'il se dilue. Il se dilue, et avec aussi ce paradoxe qui est, alors on pourrait faire plusieurs émissions là-dessus, mais on peut plus rire de tout. Alors ça c'est un grand débat. Ça c'est rire de tous, c'est très très difficile parce qu'aujourd'hui tout est analysé et quoi qu'il arrive, si on fait preuve de second degré, mais si on arrive à avoir une touche, une patte, un style, moi je reste persuadé, je suis pas d'accord avec ce qu'on dit ça tout le temps. Je pense que des proches, des gens qui avaient une plume très très, parce que le niveau de langage se permettre encore de moucher des élus, des gens de pouvoir. Si Coluche était là, il appellerait, j'en sais rien moi, Macron Pinocchio, et puis ça marcherait très bien, quoi. Oui, mais là il est dans un cadre, il est sur une scène où le Canard enchaîné, ils ont un cadre, c'est un journal, donc il y a un public, il y a un journal, l'humour est cadré, donc ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. C'est leur boulot même, de dénoncer, parce que l'humour, il doit dénoncer quand même. Il faut, voilà. Donc il met en exergue aussi, il bouscule un peu nos certitudes. Il faut, sinon, parce que l'opposé de l'humour, c'est un peu la certitude, celui qui tient bon sur ses convictions, qui campe sur ses positions. C'est foutu, quoi. Il n'y a pas d'humour. Dans les régimes totalitaires, il ne peut pas y avoir. Vous voulez dire que c'est Emmanuel Macron? C'est vous qui l'avez dit. C'est vous qui l'avez dit. Voilà, donc il n'y a pas de possibilité. Ils ont des rôles de certitude aussi. Vous me demandiez tout à l'heure comment il y a la certitude qu'on a, c'est le doute, souvent en politique en plus, et donc ils sont dans des postures où ils sont obligés d'afficher des certitudes pour être rassurants, bien sûr, auxquelles ils ne croient pas du tout. Il suffit juste de constater et de mettre le doigt dessus, et c'est en ça que servent les humoristes. Oui. Tu sais, ce sont des postures, ils sont obligés de tenir ces postures, et dès qu'ils se prennent pour leur rôle, je vous disais tout à l'heure, ils s'échappent d'eux-mêmes. Je me souviens, à une période, il y a, je crois, Hollande qui conseillait à ses ministres de plutôt de me répondre parce que ça les faisait redescendre aussi. Ça dédramatisait. Avant la campagne de 2017, ceux qui se montraient le plus accessibles, c'était Fillon, quelqu'un de pas spécialement communicant avec les micros. Et là, qui adorait drôle, à vrai dire. Pas franchement drôle, on parlait d'islamisme, ou de radical, ou de choses, sujets sérieux, mais disponibles. Benoît Hamon, et puis ceux qui me prenaient de haut en disant attention, mon rôle est important, tiens-toi à distance, c'était Manuel Valls, c'était Sarkozy, c'était tous ceux qui ont perdu aux primaires. C'est que tout d'un coup ils s'échappent, ils se prennent pour leur rôle, et dès qu'ils se prennent pour leur rôle en disant oh Coco je représente machin, et ben ils cessent de communiquer, ils perdent le goût du terrain très vite. Dès lors qu'ils se prennent pour leur rôle, ils cessent d'être drôles. Il suffit si on est près là, ça fonctionne plus. L'humour c'est le contraire du sérieux aussi, donc s'ils se prennent au sérieux. Ils peuvent plus être réceptifs. En parlant de sérieux, justement, j'ai découvert dans votre livre que Freud, qui quand même passe pour quelqu'un de très sérieux, il a une allure très sérieuse. Il avait une allure très sérieuse, parce que j'ai cherché pas mal de photos, donc il est toujours très sérieux, mais il y avait beaucoup d'humour. Oui, il avait beaucoup d'humour, énormément d'humour. D'autodérision, il avait de l'humour aussi quand il parlait de ses collègues, il croquait il en parlait de manière très drôle, quoi. Très incisive. Oui, très incisive. Et vous racontez notamment dans votre livre quand il quitte l'Allemagne. Donc les nazis lui demandent. Oui, parce qu'il a quitté l'Allemagne dans des conditions assez.
c'est la princesse Marie Bonaparte qui est intervenue pour qu'il puisse partir. Qui était psychanalyste, je dis pas de bêtises, c'est ça. Et donc, au moment de quitter l'Allemagne, les nazis voulaient lui faire signer un papier comme quoi il attestait qu'il n'avait pas été maltraité par la Gestapo, etc. Et donc, lui, il a écrit en disant qu'il recommandait la Gestapo à tous, à chacun. Voilà, donc, je sais pas si c'est... Et la question de mémoire, c'est ça, quoi. La question que je me suis... Et puis même sur sa maladie, parce qu'il a eu un cancer de la mâchoire, il a eu de multiples interventions dans des conditions, il n'y avait pas toujours l'anesthésie au début. Ouais. Et donc, il parlait de sa prothèse de mâchoire de manière très humoristique aussi, quoi. La question que je me suis posée, est-ce que c'est finalement aussi un humour juif ? Ce qu'on appelle l'humour juif, c'est l'autodérision. Oui. C'est-à-dire, on parlait de l'humour anglais, puisqu'on a parlé des Monty Python. Les protestants. Oui, c'est pas les plus connus. Vous pensez que ça peut être ça aussi, c'est-à-dire cette capacité finalement à tirer quelque chose du désespoir ou de quelque chose d'une situation qui peut être relativement difficile ? Oui, enfin, il y a tout, quoi. Si vous voulez, c'est un petit peu difficile de catégoriser comme ça l'humour juif, mais c'est une forme. Donc l'humour juif, c'est plutôt de l'autodérision. Oui. Alors que l'humour anglais, c'est plutôt l'absurde, quoi. Aller jusqu'au bout de la réflexion, de la pensée pour faire approcher Il faut de l'absurde, de la légèreté, de la poésie. Il y a tout dans l'humour, quoi. Oui. C'est une émotion qui nous fait... Enfin, la légèreté, surtout. Cyril Eldin, quand vous parlez de l'humour, vous avez quand même choisi essentiellement d'interviewer des politiques. On a quand même l'impression que c'est quand même les gens qui ont le moins d'humour qui en tout cas, qui peuvent pas forcément se le permettre. Dans leur rôle, mais il n'y a aucune différence entre vous et eux. Oui, en tant qu'homme, on les voit. Oui, mais c'est là que vient le décalage aussi. Il y en a qui sont capables d'autodérision ? Oh, bien sûr, parce qu'ils ont des carrières quand même très difficiles, ils en prennent plein la figure tout le temps, donc s'ils n'ont pas d'autodérision, la plupart, ils essaient. Après, il y en a qui se donnent de l'importance, il y en a qui sont lunatiques, il y en a qui ont beaucoup d'humour un jour et qui vous adorent et qui vous méprisent le lendemain. C'est, comme vous disiez tout à l'heure, c'est un révélateur de personnalité. Parce que on voit d'ailleurs, il suffit, comme moi je l'ai collé, j'étais pas insolent mais chiant, je ne les lâchais pas. Et donc on vivait plein de situations où en marchant, en descendant un escalier, il pouvait me répondre très sérieusement sur un étage, sur un sujet grave, et puis l'étage d'en dessous, je dis oui mais on va picoler quand même, oui on va picoler. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait cette notion de vie, de mouvement, de pas s'arrêter sur les choses, alors qu'en politique on les fige en permanence. Donc c'est un terreau extraordinaire, un peu comme tout à l'heure disait Emmanuel Chaudy avec c'est un terreau extraordinaire. Bon là c'est un peu compliqué en ce moment parce que rester avec 1m50 avec le masque et tout ça, les interviews deviennent compliquées, mais c'est vrai qu'ils peuvent se réjouir, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles, là, ils ont pris des vacances un petit peu. Alors vous avez choisi d'interpréter un homme politique, on va peut-être en parler un tout petit peu, puisque c'était en début d'année, en janvier, on s'était déjà rencontrés une première fois, enfin je vous avais déjà interviewé une première fois, donc à la suite de cette pièce qui n'est pas drôle du tout, on peut le dire, Mitterrand versus Rocard, donc l'opposition. Le contexte n'est pas drôle. Le contexte n'est pas drôle, l'émission l'échange est à fleur et moucheté, moi j'ai trouvé que le texte était excellent, donc on se trouve avant la présidentielle de 81, je dis pas de bêtises. On est avant la présidentielle, on est en 1980. Justement, je pense à Conflans-Sainte-Honorine aussi, parce qu'il était maire de Conflans-Sainte-Honorine, Michel Rocard. Et puis, il a les sondages avec lui, c'est le progressiste du moment, qui est de gauche, mais qui a une lucidité économique de droite, et qui, plein d'assurance, va voir Mitterrand pour lui annoncer qu'il serait un candidat légitime, et que bon, il espère son soutien, en tout cas ne pas le froisser. La suite, on la connaît. Oui. Et la situation est grave.
Enfin, la situation est tendue, mais ça rigole beaucoup dans la pièce, parce que les silences de Mitterrand, le mal-être de Rocard, les envolées économiques de Rocard, avec l'autre qui dit mais on s'en fout, c'est pas ça qui compte et tout ça. Donc il y a dans leur rythme, dans leur écoute et dans l'esprit de Mitterrand qui était très drôle. Dans l'humour, on peut le dire aussi, je crois que c'est une grande arme de séduction. Absolument. Les politiques sont avant tout des séducteurs. Absolument, donc un Sarkozy, moi je fais aucune différence sur le terrain. Je m'amusais à comparer un moment Juppé et Sarkozy, c'était De Funès et Bourvil, parce que Sarkozy, quand il arrive, c'est qu'est-ce que vous faites là? Enfin, on peut entendre De Funès, et puis alors le goût avec le public, le ping-pong, les silences. Je vois pas beaucoup de meilleurs showman que lui quand je vais à un meeting, quand il prend un parti et puis il y va dans l'humour, des fois c'est un peu outrancier. C'est le comique plutôt là. Mais c'est le comique. C'est plus le comique que l'humour. Donc c'est un comique de situation, de gestes, de cotisation. C'est dans les mimiques. Voilà, oui, mais après il y a oui, mais alors après cette différence entre le comique et l'humour, il se transforme en humoriste presque. J'ai l'impression. Je me souviens l'an dernier au MEDEF, dans le discours, parce que il y a un style. Oui. Il y a des qu'on silences. Reconnaît. Ben oui. Et il en joue. Et dès lors qu'il en joue, c'est un showman. Alors c'est comique, c'est drôle, mais il y a la fibre humoristique, quoi. D'ailleurs, beaucoup sont attirés par la comédie. Moi, comme je faisais journalisme et comédie en même temps, souvent, quand je jouais beaucoup au théâtre, ils venaient me voir au théâtre, mais parce qu'ils étaient curieux. Et après, c'est des métiers où on s'arrange avec nos opinions. Donc très vite, les journalistes, les avocats, les politiques et les humoristes peuvent s'entendre. Et c'est marrant parce qu'on n'est pas campé dans ces positions. Or, ils sont censés représenter des positions définitives. Vous êtes éloigné, Michel Rocard, vous savez. Pardon, je vois bien. Pardon. Revenez. Alors, je reviens. Ah oui, Alors, je dois dire que dans la pièce, qui est drôle, vous avez raison, on rit beaucoup dans la salle, parce que nous, on connaît l'issue. Oui. On sait comment ça va se terminer. Mais comment vous vous êtes rentré dans ce rôle-là? Comment vous vous êtes déjà parce que je suis protestant. Alors j'étais très heureux d'incarner un protestant. Ces gens qui ont le sens du sacrifice, comme Lionel Jospin, Michel Rocard, qui veulent être aimés pour leur travail, leurs compétences, et non pas justement comme les catholiques. Et le mec relance une guerre protestant-catholique. Vous avez bien fait de venir. Entre vous et Chognon, on a gagné la soirée. En sachant jouer des médias. Non, mais Rocard, c'est un personnage... moi, j'avais une attache personnelle parce que j'ai un père déjà qui l'aimait beaucoup. Et après, quand je me suis intéressé à la politique, le personnage de Mitterrand me fascinait aussi. Donc, je trouvais que ce duel était quand même très intéressant. L'histoire, on s'en souvient. Après, quand même, Rocard a été Premier ministre de Mitterrand. Ça a été une souffrance sans nom, une douleur qui a duré. Et donc... cet homme qui a des compétences, qui prend sur lui, qui est engossé, mais qui en même temps a du cœur. C'est-à-dire que finalement, Rocard, dans l'apparence, on s'en souvient, c'était le mec qui était chiant à entendre, qui avait une diction rapide, qui était pas sexy, qui était un peu raide. Or, efficace. Oui, compétent, mais c'était emmerdant, quoi. Et justement, le jouer avec le cœur pour aimer chaque réplique quand on parle de l'économie dans le détail et des chiffres. Moi, quand je suis tombé sur ces pavés au début, j'ai dit comment je vais apprendre ça. Et quand on se met dans la peau de Rocard, tout d'un coup, il y a l'amour des chiffres et je trouvais ça extraordinaire de trouver du sens à tout ça. Et puis, il y a beaucoup de cœur, quoi, qui sort de ce personnage. Donc, non, moi, d'incarner Rocard, je suis très fier. Oui. Pour revenir à l'humour, à la question qu'on posait au départ, donc l'humour peut-il nous sauver? Alors, vous, l'un et l'autre, vous me direz, vous, est-ce que vous estimez que dans vos vies, il y a des moments où l'humour, ça vous a sauvé? Ça a tenu la tête au-dessus de l'eau, ou je sais pas, tout ce qu'on a pu dire. Alors, je vous demande pas forcément des anecdotes très personnelles, mais qu'est-ce qui vous a donné envie, par exemple, Marie-France Paty, d'écrire sur l'humour? C'était votre premier livre, vous en avez fait 3 autres depuis, on parlera du dernier, enfin du plus récent. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur l'humour? Je trouvais que c'était intéressant parce que ça prenait plusieurs formes, l'humour, et puis je pense que c'est quelque chose qui est très très utile à la société.
vous disiez tout à l'heure, c'est un antidote à la violence. Oui, entre les groupes, entre les peuples, quand on peut critiquer les voisins, les Belges ou ça permet. Tout le monde. Oui, non mais si on les critique avec humour, c'est déjà une acceptation de l'autre. Vous voyez, donc ça évite qu'on se fasse la guerre, quoi, finalement. C'est une autre façon de. En gros. Bon. Cyril, pour généraliser. L'humour. L'humour pourquoi l'humour sauve? Dans les couples aussi, quand vous utilisez l'humour dans le couple. Attention, on arrive sur un terrain glissant ou pas? Non. Alors là, moi, je vous assure que ça peut. On rigole beaucoup, déjouer les conflits. Ça peut. Voilà. Donc c'est une autre manière de formuler les choses. Oui, c'est-à-dire c'est une autre forme de communication. Mais le rire, c'est une surprise. L'humour, c'est une surprise. Puis vous vous décalez de la réalité. Si vous êtes en colère, vous détachez votre affect. Vous voyez la réalité autrement et vous en jouez. Parce que l'humour, c'est jouer. Jouer avec la réalité, jouer avec les sentiments. On regarde la hauteur comme ça de la situation, puis on s'en amuse. Enfin. On va pas se disputer pour ça, quoi. On se détache un peu de son ego, quoi. Voilà, c'est-à-dire que c'est quelque chose de peut-être plus intelligent qui parle. Voilà. C'est quelque chose qui est un petit peu moins. C'est un peu moins prégnant quand on arrive à le faire. Ah oui, mais après, c'est toujours. Ça nous faire. surprend très souvent. Moi, je me dis que c'est peut-être dans les situations. Je me souviens d'un fou rire incroyable. J'ai perdu mon père et là, c'était il y a longtemps et puis on disait toujours qu'il était chiant et tout. Au moment de rentrer le cercueil ne rentrait pas dans le caveau. Et donc là, on était au moment où on pleurait le plus. Et le fait que ça rentre pas, il suffit qu'il y en ait un qui dise mais jusqu'au bout. Et tout d'un coup. C'est nerveux, mais c'est nerveux, mais c'est bon. C'est-à-dire que ça vient nous surprendre. L'humour, il arrive quand on l'attend pas. Comme souvent, enfin après c'est pour ça que c'est un travail et c'est pour ça qu'il faut être très à l'écoute, où ça s'écrit et tout, mais sinon, moi je pense qu'il oui, dans les enterrements, c'est très souvent qu'il y a des éclats de rire. C'est une question, ouais. Des anecdotes. Parce qu'on s'attache à un petit détail qui fait rire, la dame, je sais pas, qui a le nez qui coule ou qui trébuche et puis ça part et puis ça c'est contagieux. C'est la distorsion de la situation. Comme l'humour, c'est contagieux, oui. Qu'est-ce que vous nous recommanderiez en ce moment si on veut avoir un peu plus de légèreté, un peu plus de... Est-ce qu'il y a des... Oui. Je ne sais pas, en ce moment on est censé être confiné, on est chez soi, donc de lire je ne sais pas... Un bon des proches, un De Vos, vous disiez, de l'absurde. Donc, les grands classiques. Ah oui, donc les grands classiques de l'humour. Moi, je l'ai fait pendant le premier confinement, revoir des sketchs qui Mais c'est vrai que Louis de Funès a eu beaucoup de succès pendant le premier confinement. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Mais les gens étaient gavés. Alors, il faut dire qu'on les a tous vus une bonne douzaine de fois. Mais j'ai remarqué que en tout cas, les chaînes mainstream ont pas mal le diffusé. Et puis, c'est vrai que c'était redevenu, parce que peut-être que c'était aussi la nostalgie d'une certaine époque. Je sais pas, il y a eu quelque chose, mais on parlait tout à l'heure de Louis de Funès. En tout cas, ça a bien fonctionné. Vous, ce qui vous fait rire le plus, c'est alors on a parlé des proches, on a parlé vers quoi vous allez quand vous avez envie de vous échapper. Je vais voir ma chérie, je rigole avec mes enfants, on fait des blagues qu'on n'a plus le droit de faire avec mes enfants, je rigole beaucoup. Donc le jeu, c'est important. Ah oui, très important. Bien. L'humour, c'est un jeu. L'humour en famille. Donc il y a aussi ce sens de la répartie, de cultiver la discussion en famille. On imite tous les personnages de la famille, on se moque d'eux, on les caricature, on les exagère, on imite ma mère qui mange... mon oncle qui radine, voilà, les chiens qui n'arrêtent pas de s'aboyer dessus. Donc c'est un moyen de lâcher le soir aussi, de discuter en famille. De jouer, c'est un jeu collectif. Vraiment dans le jeu. Du jeu, oui, voilà. C'est un jeu. Faut que ce soit ludique, enfantin. Bon, on va redonner quelques pistes, en tout cas, sur vos actus. Hein. On va la jouer pro jusqu'au bout. Marie-France. Alors moi demain c'est machine à laver, vaisselle. Ensuite repassage. Ensuite je vais changer la housse de couette. Super. Mais on est en plein confinement alors. Vous la changez tout seul parce qu'à deux dans le couple c'est toujours un sujet de discussion, le changement de la housse de couette. Hein. Il y a quoi faire. C'est-à-dire que là pour l'instant on en parle, on l'envisage, mais on n'est pas passé à l'acte. Mais en tout cas c'est votre mission. Marie-France Paty, plus sérieusement, on peut parler de votre dernier ouvrage donc qui est paru aux éditions InPress. Alors le héros.
Un mythe, une fiction, un idéal, votre biographie finalement, Cyril. Ah bon ? J'ai réussi à la placer, je suis très contente de moi. Je suis complètement mégalo alors. C'est votre dernier ouvrage ? Oui. D'accord. Donc là, vous êtes un sujet différent ? Ah oui, complètement différent. Mais les autres livres étaient très différents. Très différents. C'est un thème différent à chaque fois, oui. Bon. On va reparler rapidement, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, de l'actualité d'Emmanuel Chonu. Alors, indépendamment du fait qu'il dessine tous les jours, donc pour la presse, et puis une fois par semaine, donc sur le divan de Michel Drucker, il y a 2 choses qu'on peut signaler. Il a été désigné comme le dessin de presse qui a été choisi par le Conseil régional de Normandie, mais c'est dans le cadre d'une opération sur la liberté de la presse, sur les caricatures, où il a illustré donc cette phrase de Nelson Mandela: l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Il en a fait un remarquable dessin avec une Marianne qui éclaire l'obscurantisme, donc un dessin gigantesque. Et puis donc cette exposition, donc une exposition extérieure, puisque nous sommes confinés, donc on n'a pas droit encore pour l'instant aux expositions intérieures, qui se trouve donc en Mayenne, au centre hospitalier de Château-Gontier. Donc 30 dessins autour du coronavirus, il nous en a parlé tout à l'heure. Donc pour ceux qui ont la chance et pour ceux qui pourront se déplacer ou pour ceux qui sont en Mayenne, donc qui pourront la voir jusqu'en janvier. Cyril Eldin, vous partez en tournée avec François Mitterrand, je crois. Oui. Ah bah oui, à partir de janvier, on répète avec, quand même, faut le dire, François Mitterrand qui est incarné par Philippe Magnan. Bien. Redoutable Mitterrand. Oui. Excellent. Et on part à partir de février, mars. On va d'abord jouer à Orléans, et puis après, je crois qu'on a des dates en région parisienne, et puis voilà. Combien de temps la tournée ? 2 mois. 2 mois. Vous rejouerez à Paris ou pas ? Parce que vous avez été un peu interrompu en cours de route quand même. Peut-être on aura le droit à une seconde chance, on n'en est pas encore là, mais ce serait bien parce que là, ça démarrait bien, mais on est passé entre les grèves et le Covid, donc là, c'était tendu. C'était plus compliqué. On arrive au terme de cette émission. Alors, je vais vous... Si, ça avance vite. Vous avez ri, Marie-France. Non, mais c'est quand même... on a essayé quand même. On a essayé de rire. Ouais, on a essayé, c'est terrible. Moi, j'ai eu des rires intérieurs incroyables. Non. Si. Bon, terminez-nous avec une anecdote. Trouvez-nous une anecdote de politique qui nous une anecdote de politique pour rejoindre ce que disait le général de Gaulle. Une fois, j'étais avec Martine Aubry que je suis allé voir à Lille et que donc je suis celui qui l'a rendu sympathique. Je précise, c'est ma plus grande fierté. Elle était en train de parler de ville et de développement durable avec des Chinois, et puis on est dans l'escalier. Elle me dit, je lui dis, mais parlez-moi de ces Chinois et tout. Elle me dit, on est en train de faire des villes écolos entre Lille et la province de Chine. Je dis, des Chinois écolos. Elle me fait, oui, voilà, des Chinois écolos. Je fais des jaunes verts. Et là, elle a eu un fou rire et qu'elle n'a pu contrôler devant ces Chinois. Mais ça rejoint les Pékinois qui me traitent de chien. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc finalement, les Chinois, c'est un bon public aussi. Enfin, c'est des bons. Et puis j'interviewe. Là, ils sont la cible. En ce moment, il y a de quoi faire. Et puis j'ai interviewé un jeune ministre de l'économie, fringant, plein d'avenir, qui est devenu président. C'est drôle ça aussi. Non ? Ah tiens. Alors, vous allez l'écouter. Je vais vous redonner quelques pistes. Alors, notre prochaine émission, c'est le 22 décembre. Notre thème n'est pas encore fixé, mais on essaiera d'être sur un sujet tout aussi d'actualité. Le confinement, 3e étape. Voilà, c'est ça, le 3, non, on va essayer d'éviter. Vous savez que cette émission, alors, si vous l'avez écoutée avec attention, surtout faites-la réécouter à vos amis pour qu'eux aussi s'amusent autant que nous ce soir, donc sur le site de Fréquence Protestante. Alors, je voudrais terminer avec une phrase de Georges Wolinski que quelqu'un m'a postée aujourd'hui sur mon profil LinkedIn. L'humour est le plus court chemin d'un homme à un autre. Voilà, je crois qu'on peut finir avec ça, avec une note d'émotion. Il me reste à remercier donc, Arnaud. faut pas en faire par temps de Covid. Voilà. Arnaud qui était à la technique. Et puis, merci à nos invités. Bonne soirée sur notre antenne. Et puis surtout, amusez-vous. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Laurence.